Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le constat à Kalinko après les violences post-électorales. Le village porte encore le deuil des incendies et pertes en vies humaines causées par les barbaries après les élections communales. Une partie des pêches sur le fleuve Diani en région forestière. L'activité connaît une expansion dans la localité. Les pêcheurs utilisent de nouvelles techniques importées du Mali. À la découverte de la cité de Lebekere à Mali-Yemberin, un endroit paradisiaque, une vie paisible, mais surtout une cité où le principal défi reste le développement infrastructurel. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre dans cette édition. L'actualité nationale est marquée par des violences post-électorales. L'une des localités ayant le plus souffert de cette triste réalité, c'est Kalinko, dans la préfecture de Dinguiraye, où des pertes en vies humaines sont signalées. Des pyromanes ont mis le feu aux maisons et dans les cœurs. Quelques jours après, les cases fument encore. Kierno Younoussaba. À Kalinko, le constat est alarmant. Depuis une semaine, tout est aux arrêts ici. Des dégâts matériels importants sont enregistrés. Plusieurs maisons d'habitation, dont une centaine de cases, des magasins et boutiques sont vandalisés. Des violences qui ont donné la mort à 4 adolescents par asphyxie. Cette dame qui a perdu 2 de ses enfants explique sa mésaventure. Aka da doni gbasi doro obola ka essence tabuto ka ke côté doni na ka tabila ja ni nden to ni ndem soni ani ndem soni mo fla ni mborin ke den ke mo kele aliye 12 kono atamina ko fe do fanala ka wata bla fenêtre la ka bila na la lika sisi odo na dini na 12 kono ye handini ni sara. Des violences post-électorales qui ont affecté le tissu social. Sur place, les ressortissants de la sous-préfecture de Kalinko jouent à l'apaisement entre les communautés qui y vivent depuis des années. Une séance de sensibilisation qui commence déjà à porter fruit. Nous avons rencontré nos parents. Nous avons privilégié le dialogue. Le dialogue entre nous, parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons été associés sur ce territoire. Aujourd'hui ne nous séparera pas. Mais seulement nous avons des recommandations qui ont été passées ici. Nous allons les écouter. Nous avons mis la balle à terre depuis le mardi pour que plus jamais ces choses ne se passent chez nous. Dans l'immédiat, Kalinko plaide pour la relance rapide du commerce, principale activité de la localité, et de l'assistance en faveur des sinistrés. On ne peut pas vivre à Kalinko aujourd'hui sans le marché, sans les habitations. Aujourd'hui, les gens passent la nuit au dehors. C'est comme les maisons aujourd'hui, il y en a qui passent la nuit dans des chambres, 10 à 5 à 6 personnes. S'il n'y a pas de marché partout dans le monde entier, il n'y a rien. Parce que où aller payer? On n'a pas où payer le condiment, ni payer le riz, ni payer du sucre, rien non plus. Je demande à notre gouvernement encore de venir au secours. Pour l'heure, plusieurs interpellations sont intervenues en attendant la décision de la justice. Et pour faciliter le retour à la normale, une 50aine de gendarmes est déployée sur les lieux. Avant de poursuivre cette édition, un communiqué qui nous vient du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la Guinée et la Sierra Leone, son Excellence M. Ernest Bai Koroma, président sierra-léonais, effectuera à partir du mardi 13 février 2018 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 9 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Représentant de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante
indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux des unités mobiles d'intervention et de sécurité de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et des représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, le 12 février 2018, a signé le directeur Moussa Cissé. Au sujet donc de la barbarie des Kalinko, des ressortissants de Dinguiraye vivantes à Conakry sont montés au créneau. Ils fustigent ces violences et appellent les résidents au calme. Je vous propose de suivre un extrait de leur déclaration. Nous nous inclinons pieusement devant la mémoire des disparus et prions pour le repos de leurs âmes. La coordination des ressortissants de Dinguiraye à Conakry, très préoccupée de la situation, invite les populations à la retenue, à la tolérance et à la bonne cohabitation qui a toujours existé entre elles. Nous invitons tous les Guinéens, particulièrement ceux de Dinguiraye, à s'impliquer efficacement pour le maintien d'une paix durable dans la cité d'El Had Oumar Tall. Des propos recueillis par Sahamara Tolno. Des violences ce matin également sur l'axe Le Prince. Les cours étaient perturbés dans plusieurs écoles et des individus en ont profité pour investir la route Le Prince au niveau de Hamdallah surtout. Ce mouvement appelé par une des versions du SLEG est illégal. Les éléments de réponse avec Francis Collier. Dans l'incertitude et la crainte des troubles sur les voies publiques, beaucoup de parents d'élèves ont joué ce matin la carte de la prudence. 7h45, nous avons monté les couleurs avec le représentant de l'IRE, l'inspection régionale de la ville de Conakry. Au niveau des élèves, il y avait 1136 programmés ce matin. Il n'y a que 191 élèves qui sont présentés. Au niveau des maîtres en situation de classe, il y avait 17 programmés, 14 ont répondu. Il y a 3 autres qui n'ont pas répondu. Il y a un qui est vers Sonfonia, un qui est vers Matoto, vers Hadja Shaba, et un qui est à Dar es Salaam. À Kipé2, c'est un roulement. Il y a un groupe le matin, un groupe le soir. Donc déjà le matin, il n'y a pas eu un engouement. C'est sûr le soir aussi, puisque en tout cas les parents ont peur, c'est sûr. Ils n'ont pas lâché les élèves. Ils n'ont pas demandé aux élèves de venir à l'école. Observation du mot d'ordre de la dissidence syndicale de l'éducation ou pas, l'inspection générale du travail rappelle qu'en Guinée, le droit de grève est reconnu, mais selon les règles définies par la loi. Le droit de grève est un droit reconnu non seulement par les conventions internationales, mais il est également reconnu par la Constitution de notre pays. Et en plus de la Constitution et des conventions internationales, c'est un droit qui est reconnu aussi par le Code du travail. Quant au déroulement du processus d'une grève, du droit de grève, ce processus est édicté par le Code du travail. D'abord, il faut déposer un préavis. Quand vous déposez un préavis, le préavis doit être déposé par une structure syndicale représentative. Une structure syndicale représentative, reconnue et représentative. Cette structure syndicale représentative, si c'est au niveau du secteur privé, dépose son préavis au niveau du chef d'entreprise et copie à l'inspection générale du travail. La loi laisse aux partis 10 jours. Les partis ont 10 jours. D'abord à l'interne d'entamer les discussions quand il s'agit d'un processus régulier. Au terme de ces 10 jours, si les partis ne se sont pas entendus sur les termes ou des revendications, l'autorité que nous sommes peut intervenir en invitant les partis pour l'ouverture des discussions. L'inspecteur général du travail reconnaît aussi qu'il y a une crise au sein du SLEG.
Pour lui, cette crise interne doit être résolue par les syndicalistes. Cette dissidence qui est survenue au niveau du SLEG, le SLEG est une fédération de l'USTG, nous pensons que les textes de l'USTG et les textes du SLEG devaient être utilisés pour faire en sorte que les partis s'entendent à l'interne. Le bureau actuel, le mandat du bureau actuel du SLEG est expiré et le bureau actuel qui se réclame étant issu d'un congrès, à notre avis, n'est pas un bureau aussi légal. Donc il faut absolument que dans les jours qui suivent, que nous, autorités que nous sommes, nous puissions inviter la structure centrale qui est l'USTG et le SLEG à organiser rapidement un congrès pour avoir des dirigeants représentatifs. Et ce communiqué qui vient de la cellule de communication du gouvernement. Le gouvernement constate avec regret que des violences dans certains quartiers de Conakry ont occasionné 2 nouvelles victimes dans la commune de Ratoma. L'une des victimes est décédée des suites d'une blessure par balle, alors que la deuxième a été victime d'un accident de la circulation dans des circonstances qui restent à déterminer. Des officiers de police judiciaire se sont immédiatement rendus dans les hôpitaux où ont été admises les victimes afin de recueillir les premières informations nécessaires à l'enquête judiciaire. Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Ces malheureux événements interviennent pendant que des syndicalistes dissidents ont lancé une nouvelle grève qui a entraîné des perturbations dans le système éducatif. Pour la journée du 12 février 2018, sur l'ensemble du territoire national, les cours se sont normalement déroulés dans les établissements d'enseignement supérieur et d'enseignement technique et professionnel. En revanche, la fréquentation des classes a été disparate au niveau du primaire et du secondaire où les cours ont été perturbés dans plusieurs établissements. Le gouvernement invite l'ensemble des acteurs du système éducatif à privilégier l'intérêt supérieur des élèves et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à reprendre le chemin des cours. Comme cela a toujours été, le gouvernement reste disponible pour toutes les revendications légitimes exprimées dans le cadre légal du dialogue social conformément aux voies et textes en vigueur. La cellule de communication du gouvernement. Le Guinéen doit cesser de jouer avec le feu. Ces mots du ministre Gassama Diaby interpellent chaque Guinéen sur sa responsabilité personnelle en période de crise. Une sortie dans les états-majors de certaines formations politiques et des mots qui font encore écho dans la cité. Comment réagissent les Guinéens à ces propos? Alpha Isiagaba. Ce que le ministre Gassama Diaby il a dit, il a parfaitement raison, c'est pas normal. Quand on a fini de faire le vote, on ne doit pas jeter le caillou et mettre le pneu sur la route, bloquer de route, c'est pas normal. Celui qui a fait ça, il doit prendre le monsieur, mais en prison. C'est ça que nous on veut. Puisqu'on veut de la paix, on ne veut pas d'histoire. Alors le ministre, en sa qualité de ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté, il est de son devoir de se lever, avertir d'abord comme il l'a fait, sillonner les QG des partis politiques pour leur dire attention, mettez la balle à terre, faites doucement. Faites doucement, j'invite le ministre à aller jusqu'au bout parce qu'il ne s'agit pas aussi de faire la déclaration. Ce qui est important, c'est l'application. C'est pour mettre la déclaration en exergue. S'il s'agit seulement de déclarer, même X, Y peuvent aussi déclarer. Mais quand tu déclares, quand tu fais une déclaration, il faut essayer d'appliquer cette déclaration. Sinon, la déclaration sur la forme, elle est bonne. Tout le monde apprécie, et en tout cas, à mon avis, moi j'apprécie sa déclaration parce qu'il faut préserver ce pays. La paix n'a pas de prix. La déclaration qu'il a eu à faire, Gassama Diaby, c'est salutaire. Parce que selon moi, c'est une vision qu'il est en train de faire pour donner ce qu'on appelle l'accréditation à la nation guinéenne. Parce que si toutefois les politiciens tiennent des propos, ça y va dans leur intérêt. Parce que ce n'est pas des propos qui préservent l'unité nationale, c'est des propos qui sont là, n'est-ce pas, à diviser les Guinéens, à disloquer le tissu social guinéen. Donc on doit préserver l'unité nationale pour enfin garantir l'avenir de notre chère République de la Guinée. Je partage l'avis du ministre parce que ce qu'il a dit, c'est justement une vérité aujourd'hui. On doit appeler à la paix et surtout nous allons cultiver la paix chez nous aussi. Parce que si on déclare la guerre, ce n'est pas une bonne chose pour notre pays aujourd'hui. Nous devons appeler au calme et appeler à la sérénité. C'est une très bonne chose.
Des propos recueillis par Alpha Issia Gabas qui nous amène à une question qui paraît simple. Comment prévenir les violences électorales en Guinée? Il y a des règles à suivre, des textes de loi à respecter. On est quand même dans une république et chacun doit œuvrer à la préservation de la paix. Pour le CECOD, cela passe aussi par la vulgarisation du code électoral en langue nationale. Bernard Tonguino, Forum Outoupou. Le souci de contribuer au bon déroulement du processus électoral, le CECOD, Centre communautaire pour le développement et l'éducation, s'est engagé dans une campagne de sensibilisation. L'opération est dénommée Projet d'appui du cycle électoral de la Guinée. La stratégie porte notamment sur la vulgarisation du code électoral sous forme de bandes dessinées et de boîtes à images. Nous sommes partis d'un constat parce qu'on a fait déjà une petite enquête sur le code électoral. Eh bien, les résultats ont prouvé que la majeure partie de la population ne maîtrisait pas ces articles ou ne s'intéressait pas au contenu du code parce que tout simplement, il y en a qui disaient que le code est compliqué. C'est des articles qu'ils ne comprennent pas. C'est la raison pour laquelle on a décloisonné le code électoral, on l'a rendu simple, accessible à tout le monde et c'est ce document qu'on est en train de vulgariser sur tout le territoire national. La stratégie que nous avons mis en place à kilomètre 36 en allant vers Kassonia, c'est de passer de porte en porte. Parce que la population à la base, et nous sommes en train de vulgariser aujourd'hui le code électoral en langue nationale, qui est plus praticable avec les citoyens lambda, qui d'autres ne savent pas lire le français, mais avec un co qui peuvent au moins déchiffrer les lettres, ils peuvent au moins lire. Donc c'est ce qui nous permet d'aller vers eux, de porte en porte, pour les expliquer les processus électoraux avec les guides que CECOD et AICA se sont mis en commun pour faire le travail. Les citoyens du kilomètre 36 et environ sont informés sur le contenu du code électoral. L'animation est faite en langue nationale. Des notions comme le droit de voter, comment voter, le comportement civique à adopter lors d'une élection sont expliqués aux participants. Les copies du code électoral traduit en langue nationale sont distribuées. J'étais là juste en qualité de facilitateur parce que la plupart des réponses venaient des participants. Et l'engouement que j'ai vu dans la salle me prouve davantage que les gens vraiment s'intéressent à cette activité. Le CECOD et ses partenaires entendent poursuivre la sensibilisation des citoyens à l'occasion de chaque rendez-vous électoral en Guinée. L'objectif est de favoriser une large participation des citoyens au processus électoral dans un climat apaisé. Du côté de la CEDEAO, le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest suit avec un grand intérêt le processus électoral en cours en Guinée qui, par la tenue des élections communales le 4 février 2018, consacre l'élection des conseillers locaux et municipaux. Le président de la commission salue le bon déroulement du scrutin dans le calme. Toutefois, il est préoccupé par l'évolution de la situation en Guinée caractérisée par des vives tensions émaillées de violences causant des pertes en vies humaines et des blessés. Cette violence post-électorale est préjudiciable à la paix et à la quiétude qui prévalent dans le pays et dans la région. Le président de la commission lance un appel aux partis politiques et aux candidats indépendants ainsi qu'à leurs partisans de s'abstenir de tout recours à la violence et de privilégier les voies de dialogue et de recours pacifiques prévues et définies par des dispositions légales en vigueur. Le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, condamne avec la plus grande fermeté cette expansion de violence, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et exprime sa compassion et sa solidarité aux familles éplorées ainsi qu'au gouvernement et au peuple guinéen. Signé le président de la commission, Marcel de Souza. Dans l'actualité nationale encore, la lutte contre le paludisme, une nouvelle stratégie est en expérimentation. Il s'agit de cours magistraux pour enseigner les techniques de réduction du taux de prévalence, des techniques de riposte enseignées aux professionnels de la santé. Kerno Maroufba, Samaratonno. En Guinée, de 44% en 2012, le taux de prévalence du paludisme a chuté à 15% en 2017. Cependant, la maladie reste la première cause de consultation, de morbidité et de mortalité dans le pays. La formation du personnel sanitaire est l'une des armes utilisées dans la lutte contre cette maladie millénaire.
Ce premier cours national en paludologie vient renforcer les connaissances de ces 19 points focaux dans l'élimination du paludisme. Une formation qui prend en compte le partage des stratégies mondiales de lutte, la surveillance épidémiologique du paludisme, la riposte et l'élaboration d'un nouveau plan stratégique pour stopper l'évolution de la maladie. Avec tous ces défis que nous avons à relever, si nos capacités sont renforcées, ça va être une très grande opportunité pour les participants de pouvoir contribuer à lutter efficacement contre le paludisme. Et c'est une formation qui est très importante et je pense que nous l'accueillons avec grande joie. Cours de paludologie, qui est la deuxième session, va permettre de renforcer les capacités de ces jeunes qui travaillent sur le terrain pour qu'ils soient performants à leur poste de travail en matière de paludologie. Avec cette formation, le département de la santé et ses partenaires entendent réduire le foyer du paludisme dans le pays. Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, beaucoup de défis sont à relever après cette formation, comme s'assurer de l'adhésion des communautés dans la mise en œuvre des différents programmes. Pour affronter une telle maladie, il faut vraiment que les cadres aient la compétence. Donc ce cours de paludologie s'inscrit dans ce cadre pour renforcer la capacité de nos acteurs, surtout des points focaux que nous avons aujourd'hui qui supportent les maladies au niveau du district sanitaire, afin que ces points focaux puissent bénéficier de ce renforcement des capacités afin d'être capables d'affronter la maladie. Avec l'appui des experts internationaux, ces points focaux vont aussi bénéficier d'autres techniques dans la lutte contre le paludisme dans le pays. Mine à Kissidougou et la part des citoyens dans les richesses de leur sous-sol, un cadre de réflexion est mis en place. Son rôle, assurer une meilleure gestion des taxes à payer aux collectivités. L'initiative est soutenue par l'Union européenne. Kerno Younoussa Diallo, Silati Kourouma. Avec le Simandou et les autres sites miniers qu'elle abrite, la région forestière dispose d'un potentiel minier important qui contribue à faire de la Guinée un scandale géologique. Cette concertation de la coalition guinéenne publiée Ce que vous payez avec les responsables locaux et les organisations juvéniles à Kissidougou intervient dans le cadre de la vulgarisation des textes en lien avec la mobilisation et la gestion des revenus miniers. La bonne compréhension de la législation en la matière va permettre aux populations locales de s'impliquer efficacement dans le développement du secteur et des localités impactées par les activités minières. Tous doivent se mobiliser en concert avec les populations pour mettre en place des cadres de concertation pour une bonne mobilisation et une bonne gestion des revenus miniers. Nous souhaitons que la tendance soit inversée, que les revenus qui sont générés par les ressources minières soient utilisés au bénéfice des populations à travers des investissements sociaux. La bonne gestion des revenus miniers va contribuer à maintenir le climat de paix et renforcer la confiance entre les entreprises minières, l'État guinéen et les communautés. Un triangle bonne gestion, développement et paix, dont la valorisation est encouragée par le programme d'appui à la société civile, le PASOK. Qui parle de la gestion, de la mobilisation de la gestion des ressources, parle de la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance est un axe stratégique du programme d'appui à la société civile financé par l'Union européenne. Notre objectif principal, c'est vraiment l'appui aux organisations de la société civile dans le cadre de leur renforcement, du renforcement de leurs capacités, surtout au niveau gouvernance. Les différentes communications ont aussi permis aux participants de connaître le contenu des rapports ITIE Guinée et d'apprécier les investissements menés à travers les différentes préfectures où évoluent les sociétés minières, ceci afin d'aider le cadre de concertation mis en place à s'inspirer des modèles de réussite dans la mobilisation et la gestion des revenus miniers au profit des communautés. Reportage signé Kerno Ousmane Diallo. Coopération Guinée-Maroc dans le domaine du foncier, ça passe d'abord par la formation. 12 modules enseignés à un groupe de techniciens guinéens pour actualiser leurs connaissances dans la gestion du sol. La démarche vise à promouvoir la sécurisation foncière. Saint-Martin Francina de nous.
Les spéculations foncières sont encore monnaie courante en Guinée. L'absence de règles strictes d'immatriculation pose problème. Pour surmonter ces handicaps, les autorités renforcent les capacités des techniciens publics sur les droits fonciers et les systèmes fonciers. Le sol constitue une préoccupation de tout le monde, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit le secteur privé. L'objet de cette formation consiste justement à voir quels sont les mécanismes qu'il faudra mettre en place. Ou si ces mécanismes existent déjà, comment les renforcer? Comment est-ce que les bureaux de conservation foncière doivent améliorer leur méthode de travail? Comment les services centraux et déconcentrés du cadastre vont également améliorer leur performance pour que, à tout point de vue, n'est-ce pas, la sécurisation foncière, comme nous l'avons dit, puisse être matérialisée. Cette mise à niveau des structures techniques sur la gestion et la sécurisation foncière est assurée par le Maroc à travers son agence de conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. L'expertise marocaine en la matière est vieille de plus de 100 ans. Nous avons constaté lors de cette formation qu'il y a beaucoup de dispositions qui sont ici et là dans le droit marocain et dans le droit guinéen. Peut-être le constat essentiel qu'on a constaté, c'est au niveau de la procédure d'immatriculation foncière. Au Maroc, toute la procédure, depuis le dépôt de la réquisition, passant par le bornage d'immatriculation, c'est très essentiel. Le bornage d'immatriculation au Maroc, il est confié au conservateur. C'est le conservateur qui dirige les opérations de bornage et c'est le conservateur qui délègue à un ingénieur géomètre qui relève du cadastre, pas du secteur privé. La formation dure plus de 2 semaines. Elle a permis aux techniciens marocains de développer 12 modules. Des approches sont explorées pour aider les techniciens du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire à sécuriser le foncier à travers un logiciel de gestion dans les bureaux de la conservation foncière. À direction Mali-Yambéré pour découvrir la cité de Lebekere, un petit paradis levé dans les contreforts du Fouta et bercé par les gazouillis des oiseaux, mais surtout une cité oubliée qui a besoin des fondamentaux de développement. Sur Udekera. Au pied de ces monts granitiques de la sous-préfecture de Lebekere, le premier régime avait nourri l'ambition de réaliser une cimenterie. L'installation de l'unité industrielle avait pour but de couvrir les besoins en ciment d'une bonne partie de la Guinée, mais aussi de la bande frontalière du Sénégal. La construction de cette cité pour les travailleurs a donc été initiée en 1972. 4 ans après, les travaux ont été arrêtés pour des raisons encore peu élucidées. Premièrement, c'est la difficulté de l'accès de Conakry, Mali. Ensuite, les travaux ont été arrêtés puisqu'on a vu qu'on ne pouvait pas continuer les travaux. Bon, d'ailleurs, pour certaines raisons, je ne sais pas pourquoi ça a été arrêté, le chantier. À leur arrêt, les travaux avaient atteint une évolution qui varie entre 80 et 90%, nous a-t-on confié. Aujourd'hui, la quasi-totalité des 38 bâtiments est habitée par des travailleurs de l'administration publique et certaines autorités locales. Nous voulons à ce que la cité soit reconstruite pour le logement des fonctionnaires et en même temps pour la reprise de la cimenterie de Lebekere. Les populations de Lebekere vivent essentiellement de l'agriculture, de l'élevage ou encore de la pêche. Au dire de ces populations, le reprofilage des principaux axes routiers avec le chef-lieu de la préfecture de Mali, mais aussi avec le Sénégal voisin, contribuerait en grande partie à jeter les bases de son développement socio-économique. La pêche en eau douce, une activité en pleine expansion en province. Des techniques en provenance du Mali voisin donnent un élan spectaculaire à la filière. Notre reporter Ansouman Toumani Kamara rentre de la région forestière. Il a assisté à une belle partie de pêche sur le fleuve Djani. Suivez. La localité historique de Nzebela a mi-parcours entre les villes de Nzerekure et Macenta en région forestière. Zone agricole, mais au-delà, et grâce à sa proximité avec le fleuve Djani, Nzebela, depuis près d'une décennie, développe la pêche continentale. Une activité qui prend une place de choix parmi les traditionnelles occupations du pays Toma.
Depuis 1994, je suis venu ici pour faire la pêche. Plusieurs jeunes ont appris à pêcher avec nous. C'est une véritable intégration, car mes 4 épouses sont issues des entités sociales de la forêt. Togba Soropogui, en bleu, aujourd'hui maître pêcheur, a fait plusieurs années d'apprentissage avec les pêcheurs venus du Mali et de la Haute-Guinée. Mais on a appris ça à travers les étrangers. On s'est constitué en apprenti et voilà aujourd'hui, là où je suis, en tout cas, je connais maintenant comment pêcher. Vraiment, quand je pêche du poisson, je viens revendre dans le village. Vraiment, ça me fait de l'argent, ça me rapporte de l'argent. Et j'arrive à subvenir à mes petits besoins vitaux, et scolaires et sanitaires. En Guinée forestière, 2 types de pirogues sont utilisées sur les cours d'eau. Les monoxyles pour le transport et les hétéroxyles faits de plusieurs planches de bois pour la pêche. Très nombreux, les cours d'eau de la région forestière sont très riches en ressources halieutiques. La capture moyenne par jour, nous enregistrons au moins 15 kg de poissons par barque jour. C'est pourquoi j'ai toujours demandé dans mes rapports annuels d'activité ou semestriels que nous sollicitons un projet d'appui pour la pêche continentale. La pêche continentale, véritable moyen d'intégration communautaire en Guinée forestière, a aussi favorisé la naissance de groupements de mareyeuses en pays Thomas. Il y a une parfaite collaboration entre les pêcheurs et nous, en sens que nous venons payer du poisson avec eux, on va revendre. Quand on revend, nous on paye de l'huile avec ça et déposer. Alors à la période de rente, nous aussi nous revendons ça pour avoir un peu. Sur les cours d'eau de la Guinée forestière, la pêche s'effectue de décembre à avril. Et parallèlement, l'extraction du sable occupe les jeunes des localités riveraines. Et sur le fleuve Diani en Zébéla, il est projeté la construction d'un barrage hydroélectrique de 48 MW. La Guinée, terre de nos ancêtres, a besoin aujourd'hui, plus qu'hier, de paix et de stabilité. Et contre les agitateurs, nous devons tous nous lever pour faire entendre raison, comme vient de le faire le ministre de la Citoyenneté. C'est un commentaire de Aboubacar Kamara. À trop jouer avec le feu, on risque un jour par s'y brûler. Et depuis quelque temps, notre pays, la Guinée, fonce droit dans une dérive commune qui risque de l'incendier. Des apprentis pyromanes nous font pousser aujourd'hui des frémissements dans notre cocon. Des paroles et actes insensés torturent notre quiétude et notre volonté de vivre ensemble. Face à une telle menace pour la patrie de nos ancêtres, des voix patriotiques et responsables commencent à s'élever. Et parmi ces voix de vérité et de courage, des commis de l'État qui, pour une fois, brisent leur traditionnelle obligation à la retenue, souvent incompréhensible devant le péril. Aujourd'hui, ils s'engagent à prendre la stature d'homme d'État, d'homme public. Telle est du moins l'image que nous a renvoyée hier dimanche 11 février, ici sur nos antennes, le ministre en charge de la citoyenneté et de la réconciliation nationale. En effet, Khalifa Gassama Diaby a pris la parole samedi dernier, successivement au siège du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, et celui du chef de file de l'opposition, l'UFDG. Le ministre Gassama a dit avec courage, sincérité et clarté des vérités que tout Guinéen épris de paix et de justice aurait bien voulu entendre dire à nos acteurs politiques depuis toutes ces années. Avant le ministre Gassama Diaby et sur la même lancée, le grand imam de la mosquée centrale de Conakry nous avait également mis aussi en garde contre la propension à vouloir percer le navire commun pour des intérêts politiques étriqués. Or, et nous le répétons, la Guinée est plus grande, plus importante et plus valeureuse que nous tous pris individuellement. Pour cette terre que nous ont léguée intacte nos ancêtres, pour cette terre que nous avons mission de passer intacte à nos enfants, aucun sacrifice n'est de trop pour le citoyen guinéen conscient et responsable.
Bâtir et préserver la Guinée dans la stabilité et ses équilibres, préserver la quiétude entre ses composantes sociales, telle devrait être la démarche d'honneur que chacun de nous se doit d'entreprendre. Face au destin de la nation, face à la quiétude de la maison commune, l'individu ou le groupe d'individus doit savoir raison garder. Des faits de violence sournoisement entretenus dans les rues de nos villes, villages et hameaux, ces derniers jours doivent s'estomper. Les Guinéens ne peuvent plus continuer à compter sur le bout des doigts les jours ouvrables au travail. Le Guinéen a besoin de vivre dans nos villes, villages et hameaux, dans l'insouciance du bien-être, loin de toute inquiétude, loin de toute frayeur. Dans sa complétude d'homme libre et digne, le Guinéen souhaiterait se lever chaque matin et se rendre à ses occupations quotidiennes, sans aucune peur dans le ventre. C'est aussi cela, l'appel du Parlement des enfants de Guinée, qui nous a interpellés, nous les adultes, à permettre à nos descendants de construire elles aussi leur avenir, en leur ouvrant les rues et les portes de l'école dans la sérénité et le plaisir. La Guinée est riche, on le sait tous, on le sait très bien, mais ce pays ne pourra jamais bénéficier de ces immenses ressources naturelles et humaines que dans la paix, l'unité et la cohésion de ses fils et filles. Les partenaires et autres amis de la Guinée qui nous regardent avec beaucoup d'interrogations ne pourront nullement nous appuyer si ce n'est dans la quiétude sociale. À tous les acteurs majeurs de la vie nationale, politiciens, religieux ou de la société civile, donnons une chance à notre pays. Œuvrons à faire briller la Guinée, évitons d'y attiser, par nos paroles ou par nos actes, des étincelles éparses qui pourraient un jour nous échapper et réduire en cendres nos acquis et nos espoirs. Et par rapport à cette journée de violence, je reçois sur ce plateau le contrôleur général Boubacar Kassé, porte-parole du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, pour le point sur la journée. Communiqué. Chers compatriotes, alors que les travaux de dépouillement et de publication des résultats partiels se déroulent respectivement dans les CEPI et à la CENI, un groupe de dissidents du syndicat libre des enseignants, dirigé par M. Aboubakar Souma, lance un mot d'ordre de grève générale le jeudi 8 février 2018. Mot d'ordre de grève devant entrer en application ce jeudi 12 février 2018. Très tôt, des individus mal intentionnés ont pris d'assaut les axes principaux de la capitale, particulièrement l'axe Amdalay, Nyarwada, Bambeto et Koza, érigeant ça et là des barricades qu'ils enflamment. Nombreux sont des citoyens violentés, les boutiques vandalisées, les véhicules caillassés et des biens emportés. Malheureusement, il résulte de ce mouvement insurrectionnel la mort de 2 de nos compatriotes. Il s'agit de Alpha Omar Diallo, fauché par un véhicule. Abdoulaye Ba, atteint par balle. À cette douloureuse circonstance, les services de sécurité adressent les sincères condoléances aux familles éplorées et au peuple de Guinée. Le procureur de la République, informé, a aussitôt ordonné l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de ces décès, dont les auteurs seront traduits en justice. Je vous remercie.
Et je rappelle, avant de refermer cette édition, le communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la Guinée et la Sierra Leone, son Excellence, M. Ernest Bai Koroma, président léonais, effectuera à partir du mardi 13 février 2018 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial prévu à 9h à l'aéroport international de Conakry-Bessias les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le représentant de la Grande Chancellerie des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Messieurs le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux des unités mobiles d'intervention et de sécurité, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 12 février 2018, signé le directeur Moussa Sissé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À demain. Notre unité, notre premier atout.